La Coupe du Monde 2026 devait être la plus grande célébration du football, le plus vaste tournoi jamais organisé, réparti entre 3 pays, avec 48 équipes, et la promesse d'un mois de football comme le monde n'en avait encore jamais vu. La FIFA parlait d'un événement historique, les pays hôtes y voyaient un moment en or. Et pour un arbitre de 34 ans originaire de Mogadiscio, ce devait être le couronnement d'une vie entière consacrée au ballon rond. Il s'appelle Omar Abdulkadir Artan. Et ce qui lui est arrivé n'a rien à voir avec un carton rouge. Ce n'était pas une suspension. Ce n'était pas un test physique manqué, ni un différend avec quelqu'un au sein de l'administration de la FIFA. Omar Artan a été refoulé à la frontière. Le pays qui accueillait la Coupe du Monde a refusé de laisser passer, par les portes de son aéroport, l'un des arbitres sélectionnés par la FIFA elle-même. Après 11 heures d'interrogatoire à l'aéroport international de Miami, il a été placé dans une cellule de rétention, embarqué dans un avion pour Istanbul, et l'histoire s'est arrêtée là. Sa Coupe du Monde était terminée avant même qu'il ait pu poser le pied sur une pelouse. Puis quelque chose de remarquable s'est produit. Alors que la FIFA semblait absorber l'affaire en silence, avec un communiqué mesuré, l'UEFA a choisi la direction inverse en envoyant un signal clair et délibéré. L'instance continentale la plus puissante du football ne s'est pas contentée de parler. Elle a agi. Et cette décision a provoqué des ondes de choc dans le monde du football, au point de nourrir pour des années les discussions sur la façon dont ce sport se gouverne lui-même. Alors, que s'est-il réellement passé pour Omar Artan ? Pourquoi les États-Unis ont-ils refoulé un arbitre choisi par la FIFA elle-même ? Que révèle cette affaire des fissures qui traversent le plus grand tournoi de la planète ? Et pourquoi tant de personnes considèrent-elles la réponse de l'UEFA comme l'un des moments les plus importants de l'année dans le football ? Reprenons toute l'histoire. Omar Artan ne vient pas d'un pays à la longue tradition footballistique. La Somalie se reconstruit depuis des décennies après un conflit civil, et le football y a dû affronter tous les obstacles imaginables. Les infrastructures, les financements, la stabilité, rien n'a été simple. Mais Artan a avancé malgré tout. Il a obtenu son inscription sur la liste FIFA en 2018, a progressivement fait son chemin dans les compétitions continentales et, en janvier 2024, il était devenu le premier officiel somalien à arbitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations en dirigeant la rencontre du groupe E entre la Tunisie et la Namibie. C'était déjà une étape historique. Mais ce n'était que le début. En 2025, la Confédération africaine de football l'a désigné meilleur arbitre masculin du continent. Ce n'est pas une distinction secondaire. C'est la plus haute récompense individuelle qu'un arbitre puisse recevoir dans le football africain. Elle signifie que parmi tous les officiels en activité dans 54 fédérations nationales, c'est lui qui s'est distingué au-dessus des autres. La FIFA l'a remarqué. Lorsque la liste officielle des 52 arbitres retenus pour la Coupe du Monde 2026 a été annoncée, 2 mois avant le tournoi, le nom d'Omar Artan y figurait. Il devait devenir le premier arbitre somalien de l'histoire d'une Coupe du Monde et l'un des rares officiels africains à officier dans un tournoi senior masculin. C'était une page d'histoire pour lui, pour la Somalie et pour tout le continent africain. Ainsi, lorsqu'il a embarqué sur un vol entre Istanbul et Miami au début du mois de juin, il ne partait pas simplement remplir une mission professionnelle. Il allait à la rencontre du moment vers lequel toute sa carrière l'avait conduit. Il avait un visa valide. Il disposait de ses documents d'accréditation FIFA. Il avait des photos de sa carrière permettant de montrer aux agents frontaliers qui il était exactement et ce qu'il faisait dans la vie. Il était préparé. Il était prêt. Rien de tout cela n'a suffi. Après son atterrissage à l'aéroport international de Miami, Artan a été mis à l'écart et retenu pendant 11 heures. Il a raconté au New York Times que les agents frontaliers l'avaient interrogé sur la politique somalienne et, plus précisément, sur le groupe militant Al-Shabaab. Il leur a montré ses accréditations FIFA. Il leur a expliqué son parcours professionnel. Il a présenté tout ce qu'il avait. Au terme de ces 11 heures, il a été placé dans une zone de détention, puis mis dans le premier vol disponible à destination d'Istanbul. Le service américain des douanes et de la protection des frontières a confirmé l'incident, indiquant qu'un ressortissant somalien arrivé d'Istanbul avait été jugé inadmissible en raison de préoccupations liées à la procédure de vérification. Le département de la sécurité intérieure a repris la même formule. Puis un responsable de l'administration Trump a livré à CBS News une version plus précise. Le refus aurait reposé sur ce qu'ils ont qualifié d'informations défavorables liées à de supposées associations avec des groupes terroristes présumés.
Artan lui-même a déclaré aux journalistes qu'aucune explication claire ne lui avait été donnée à l'aéroport. Ses mots ont été simples et directs. Il a dit, je cite, « Je pense qu'ils ont un problème avec mon pays ». Il avait les bons papiers, il avait tout fait correctement. Et cela n'a toujours pas suffi. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, il faut comprendre la place qu'occupe la Somalie dans le cadre migratoire actuel des États-Unis. La Somalie fait partie de près de 40 pays soumis à des restrictions de voyage américaines nettement renforcées, des politiques qui ont été considérablement étendues sous l'approche de l'administration Trump en matière de ce qu'elle appelle le contrôle de sécurité nationale. Dans ce cadre, les personnes arrivant de pays désignés se heurtent à une exigence beaucoup plus élevée à la frontière, quels que soient encore les documents qu'elles transportent. Et dans le cas d'Artin, un élément est essentiel. Son visa avait déjà été approuvé avant son embarquement. Il avait franchi la première étape. Le refus est intervenu à la frontière physique, après tout cela, en temps réel, par des agents des douanes appliquant leur propre appréciation sur le terrain. La réponse officielle de la FIFA est arrivée rapidement. L'instance a confirmé qu'Artan ne pourrait ni s'entraîner ni officier pendant le tournoi, puis a ajouté dans son communiqué une phrase qui, depuis, a été citée, débattue et décortiquée. Le communiqué disait « Conformément aux événements précédents de la FIFA, un gouvernement hôte détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. » Autrement dit, la position de la FIFA revenait essentiellement à dire « Cette décision ne nous appartient pas ». L'affaire relève du gouvernement hôte. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, pressé par des journalistes et des personnalités du football de réagir plus fermement, aurait dit à ses critiques, je cite, de se calmer et se détendre. Ces mots sont très mal passés dans le monde du football. Très mal. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. Car pendant que la FIFA publiait un communiqué avant de passer à autre chose, l'UEFA a fait ce que personne n'attendait. Quelques heures seulement avant le coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde 2026, le président de l'UEFA, Alexander Čeferin, a publié une déclaration saluant nommément Omar Artan et annonçant que l'UEFA, en coordination directe avec la Confédération africaine de football, avait désigné Artan pour arbitrer la finale de la Supercoupe de l'UEFA 2026. Le match est prévu le 12 août à Salzbourg, en Autriche. C'est l'affiche traditionnelle d'avant-saison entre les vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Cette année, cela signifie Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Et par cette seule désignation, Omar Artan deviendra le premier arbitre africain de l'histoire à diriger une grande finale de l'UEFA. La déclaration de Čeferin était soigneusement pesée, volontaire et sans ambiguïté. Il a décrit Artan comme un excellent jeune arbitre, déjà expérimenté, qui avait fait ses preuves au plus haut niveau des compétitions africaines. Puis il a ajouté une phrase qui ressemblait moins au langage administratif du football qu'à un message direct adressé au monde entier. Il a déclaré « Le football était fait pour relier les personnes, et l'UEFA souhaite témoigner son respect à Omar et à ses qualités exceptionnelles d'arbitre, qui lui avaient valu une nomination aussi prestigieuse. » Le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'est montré tout aussi clair, affirmant qu'Artan avait rendu la Somalie et l'ensemble du continent africain extrêmement fiers et qualifiant sa désignation pour la Supercoupe de grand honneur pour les arbitres africains partout dans le monde. Il faut mesurer ce que ce contraste donne réellement à voir. La FIFA, l'instance mondiale, avait d'abord sélectionné Artan, puis l'a vu être refoulé du tournoi avant de dire en substance au monde entier « Nous ne pouvons rien faire ». L'UEFA, une instance continentale qui n'avait aucune obligation de répondre, est intervenue immédiatement et a confié à Artan l'une des désignations arbitrales les plus visibles du football européen. Le contraste est difficile à ignorer et beaucoup de gens dans le football ne cherchent même pas à le faire. À la décharge de la FIFA, sa position n'est pas entièrement dénuée de logique. Elle ne fixe pas la politique migratoire des États-Unis. Elle ne peut pas délivrer de visa et n'a pas le pouvoir d'annuler les décisions prises par des agents des douanes dans des aéroports internationaux. Il existe ici une réalité juridique qui ne disparaît pas simplement parce qu'elle dérange. Un État souverain contrôle ses propres frontières, et aucune organisation sportive ne peut changer cela par un communiqué de presse. Mais le problème ne se limite pas à ce que la FIFA ne pouvait pas faire. Il tient aussi au ton de ce qu'elle a choisi de dire et de ne pas dire au moment où beaucoup attendaient une forme de leadership. Et le problème le plus large, c'est que le cas d'Omar Artan n'est pas un incident isolé. Il est le point le plus visible d'un ensemble de complications d'entrée qui entourent cette Coupe du Monde depuis avant même le premier coup de sifflet. Regardons ce qui s'est passé avec l'Irak.
Lorsque la sélection irakienne est arrivée à l'aéroport international O'Hare de Chicago le 5 juin, son attaquant vedette Ayman Hussein a été retenu pendant près de 7 heures. Les agents frontaliers l'ont longuement interrogé et son téléphone aurait été confisqué puis examiné au cours de la procédure. Rien que cela aurait suscité l'indignation dans n'importe quel contexte ordinaire. Mais l'affaire est allée plus loin. Le photographe officiel de l'équipe, Talal Salah, a été retenu plus de 10 heures avant de se voir refuser purement et simplement l'entrée aux États-Unis. Il n'a jamais atteint le tournoi. Il a été renvoyé chez lui. La délégation irakienne a publiquement exprimé sa frustration et décrit l'expérience comme profondément humiliante. Il y a ensuite l'Iran. La sélection iranienne s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde et devait disputer ses 3 matchs de phase de groupe aux États-Unis. Compte tenu des graves tensions diplomatiques entre Washington et Téhéran, la situation était compliquée dès le premier jour. La Fédération iranienne de football se battait encore pour obtenir des visas 10 jours seulement avant le premier match prévu de l'équipe. Les autorités américaines ont finalement accordé l'entrée aux joueurs, au sélectionneur Emir Galenoy et à plusieurs membres de l'encadrement technique. Mais 15 membres administratifs et techniques iraniens se sont vus refuser totalement leur visa. La fédération a présenté beaucoup de ces personnes comme essentielles à la préparation de l'équipe. L'Iran a déplacé son camp d'entraînement de l'Arizona à Tijuana, au Mexique, de l'autre côté de la frontière, et a été informé que la délégation ne serait pas autorisée à rester sur le territoire américain entre ces rencontres prévues. En pratique, l'Iran a été autorisé à jouer la Coupe du Monde à condition de rester, pour l'essentiel, en dehors du pays qui l'accueillait. La FIFA s'est retrouvée au cœur d'une situation diplomatique extraordinaire, sans issue simple, et aurait étudié la possibilité de déplacer les matchs de groupe de l'Iran au Mexique, une option qui soulevait ses propres difficultés logistiques et symboliques. Au-delà de l'Iran et de l'Irak, des délégations du Sénégal et d'Ouzbékistan ont elles aussi rencontré des complications de visa et des contrôles renforcés à l'approche du tournoi. Ce sont des nations qualifiées pour la Coupe du Monde. Ce sont des équipes et des officiels qui ont suivi toutes les procédures appropriées et qui, pourtant, ont rencontré des obstacles que des équipes venues d'autres régions du monde n'ont tout simplement pas eu à affronter. Le schéma était suffisamment visible et cohérent pour cesser de ressembler à une série de cas individuels et commencer à apparaître comme un problème systémique. Il y a aussi la question de l'ICE, l'agence américaine chargée de l'immigration et du contrôle douanier, présente sur les sites de la Coupe du Monde. Des responsables ont confirmé que des agents de l'ICE seraient stationnés dans les stades pendant le tournoi en présentant la sécurité comme leur priorité principale, tout en reconnaissant que l'application des lois migratoires restait partie intégrante de leur mandat actif. La réaction a été immédiate et forte. Des travailleurs de grands sites, notamment du SoFi Stadium à Los Angeles, ont voté une grève de protestation, invoquant des craintes pour leur propre sécurité et celle de leurs familles. Plus de 120 organisations de défense des droits des immigrés ont publié des avertissements officiels de voyage à destination des supporters, joueurs, journalistes et personnels prévoyant d'assister au tournoi. Le tableau hors du terrain ne s'arrête pas là. Les prix des billets ont déclenché leur propre vague de controverses. Des informations faisant état de billets de revente pour la finale atteignant des prix proches de 33 000 $ ont suscité de vives critiques publiques, tandis que la procureure générale de New York publiait une déclaration officielle avertissant que les consommateurs ne devaient pas être manipulés pour payer des prix gonflés. Elle a qualifié cela d'exploitation inacceptable de la demande des supporters pour ce qui est censé être le jeu du monde entier. L'Inde, l'un des plus grands publics de football de la planète, est entrée dans le mois de juin 2026 sans diffuseur confirmé pour la Coupe du Monde. La FIFA aurait demandé 100 millions de dollars pour un lot de droits combinés et les négociations avec les principales plateformes de streaming indiennes se sont effondrées, laissant des centaines de millions de spectateurs potentiels sans moyen officiel de regarder le tournoi. Il est difficile d'exagérer l'ampleur de cet échec quand on pense à ce que la FIFA répète régulièrement sur son ambition de développer le football à l'échelle mondiale. Il y a enfin la chaleur. Des universités et des chercheurs en climatologie avaient alerté des mois avant le tournoi sur les températures dangereuses auxquelles plusieurs villes hautes américaines seraient été confrontées pendant la fenêtre de juin à juillet. La réponse de la FIFA a consisté à instaurer des pauses hydratation obligatoires de 3 minutes dans chacune des demi-temps de chaque match, une mesure critiquée par des joueurs et des professionnels de santé qui estimaient qu'elle n'allait pas assez loin.
Des dizaines de joueurs ont signé une lettre ouverte appelant la FIFA à prendre des mesures plus fortes sur les protocoles liés à la chaleur et à faire preuve de davantage de transparence sur l'impact environnemental d'un tournoi à 48 équipes, qui impose de nombreux voyages en avion entre des villes hautes réparties sur tout un continent. Aucun de ces problèmes, pris isolément, ne suffit à définir un tournoi. Le football est résilient, et les moments qu'il offre sur le terrain ont cette capacité à traverser presque tout ce qui se passe en dehors. Mais mis bout à bout, il dessine l'image d'une Coupe du Monde arrivée avec des attentes immenses et contrainte de composer avec une charge inhabituellement lourde de turbulences hors terrain avant même qu'un seul match à élimination directe ait été disputé. Revenons à la question précise de ce que l'affaire Omar Hartan signifie pour les arbitres, pour la gouvernance mondiale du football et pour les tournois qui suivront celui-ci. Ce qui est arrivé à Hartan est réellement sans précédent dans l'histoire de l'arbitrage en Coupe du Monde. Un officiel désigné par la FIFA, muni de documents valides, arrivant dans le pays hôte, refoulé physiquement à la frontière puis renvoyé chez lui, cette séquence précise ne s'était jamais produite de cette manière. Chaque Coupe du Monde a eu ses polémiques. Chaque tournoi a connu ses tensions. Mais il y a une différence de nature dans une situation où l'instance mondiale sélectionne un officiel, où cet officiel obtient le bon visa, monte dans l'avion et finit malgré tout dans une cellule de rétention à l'aéroport international de Miami. La question que cela pose pour l'avenir du football est inconfortable. Si la FIFA ne peut pas garantir que les officiels qu'elle désigne seront autorisés à faire leur travail, que dit cela de l'intégrité du processus de sélection des arbitres ? Que dit cela à un arbitre venu de Somalie, d'Irak, d'Iran ou de tout autre pays figurant sur les listes américaines de restrictions de voyage, sur le caractère réel ou conditionnel de sa désignation ? Et si des arbitres désignés par la FIFA, munis de documents valides, peuvent être refoulés, quelle confiance les supporters de ces mêmes pays peuvent-ils avoir dans le fait que leur voyage vers un match de Coupe du Monde se déroulera sans incident ? Ce ne sont pas des questions hypothétiques, ce sont des questions que plusieurs personnes posent désormais à voix haute, et ce sont des questions qui suivront la FIFA dans toutes les discussions futures sur les candidatures d'accueil, les obligations contractuelles et ce que l'organisation veut vraiment dire lorsqu'elle se présente comme la gardienne du jeu mondial. La réponse de l'UEFA à tout cela a été largement approuvée dans le football. En désignant Hartan pour la Supercoupe, l'UEFA a accompli plusieurs choses à la fois. Elle a offert à Hartan une occasion concrète et historique dans un rendez-vous réellement prestigieux. Elle a fait de lui le premier arbitre africain à diriger une grande finale de l'UEFA. Elle a montré que les instances du football disposent de plusieurs options lorsqu'un de leurs officiels est traité injustement. Et elle a fait tout cela sans avoir besoin de publier une déclaration politique ni d'ouvrir un affrontement public avec quelque gouvernement que ce soit. Le message était dans l'acte lui-même. L'implication de la CAF compte tout autant. Le partenariat entre l'UEFA et la CAF pour rendre cette désignation possible montre le type de coopération entre confédérations que les institutions du football ne parviennent pas toujours à mettre en œuvre. Lorsque deux instances agissent ensemble face à un moment comme celui-ci, elles envoient un signal sur la direction que la gouvernance du football pourrait prendre lorsqu'elle choisit de diriger plutôt que de simplement gérer. La réaction personnelle d'Hartan tout au long de cette affaire a été remarquable. Lorsqu'il s'est revenu à Mogadiscio, il a été accueilli par des milliers de personnes. Des responsables gouvernementaux l'ont reçu avec des fleurs. Des supporters l'ont enveloppé dans le drapeau bleu ciel de la Somalie. Il a été porté sur les épaules dans un stade rempli non pas pour un match, mais spécialement pour lui. Il a déclaré à la foule rassemblée « Ce qui est arrivé et c'était le destin. Je suis reconnaissant du soutien que la FIFA m'a apporté. » Puis il a ajouté la phrase qui, pour beaucoup, disait tout de l'homme qu'il est « Malgré les circonstances, je garde un état d'esprit positif et je me concentre sur les prochains défis de ma carrière d'arbitre. » Ce sang-froid face à ce qu'il a vécu lui a valu un niveau de respect qu'aucune apparition en Coupe du Monde n'aurait pu fabriquer à elle seule. Pour la suite, la Coupe du Monde 2026 est lancée. Les matchs se jouent, les buts sont marqués. Le football offrira les moments qu'il offre toujours, et le tournoi lui-même sera finalement défini par ce qui se passera sur le terrain dans les semaines à venir. Mais les conversations ouvertes par l'affaire Hartan ne se refermeront pas au coup de sifflet final, quel que soit le stade qui accueillera le match pour le titre. La FIFA fera l'objet d'un examen continu sur la question de savoir si ses accords actuels avec les pays hôtes protègent suffisamment le personnel du tournoi.
La situation à Artan refera presque certainement surface dans les discussions sur les futures candidatures à l'organisation de la Coupe du Monde, en particulier lorsqu'il s'agira de déterminer quelles garanties la FIFA devrait exiger des gouvernements candidats comme condition d'attribution. La Coupe du Monde 2034 est déjà attribuée. Les processus de candidature au-delà de cette échéance sont encore en construction. Ce qui s'est passé à Miami au début du mois de juin 2026 fait désormais partie du dossier qui pèsera sur ces processus. Le 12 août, à Salzbourg, Omar Artan entrera sur la pelouse pour arbitrer Paris Saint-Germain contre Aston Villa devant une audience mondiale. Ce ne sera pas la scène qui lui avait été promise au départ. Ce ne sera pas la Coupe du Monde pour laquelle il a travaillé pendant des années. Mais ce sera l'un des grands rendez-vous du football et il sera le premier officiel africain à se tenir au centre d'une grande finale de l'UEFA. C'est une page d'histoire définitive, conquise dans des circonstances qui lui donnent plus de sens, et non moins. La tension plus large que ce tournoi a mise en lumière, entre souveraineté nationale, politique de sécurité et valeurs affichées du sport mondial, n'a pas de solution simple. Elle n'en a jamais eu. Mais il est rare qu'elle ait été aussi visible, aussi discutée et aussi inconfortable pour les institutions qui gouvernent le football. La Coupe du Monde 2026 a posé au football une question sur ce que signifient réellement les valeurs universelles de ce sport lorsqu'elles se heurtent à la politique frontalière du pays qui organise la fête. La réponse obtenue a été complexe, et le football va devoir travailler longtemps encore avec cette réponse.